à vous trois d'être là pour relever effectivement ce défi, un brin paradoxal qui consiste à commencer une journée consacrée au journalisme en parlant de toute autre chose, d'une autre manière de parler des enjeux du monde. Alors très rapidement, j'ai réussi, je crois, à pitcher en 3 phrases, ce qui permettra à celles et ceux qui n'ont pas encore lu vos livres ni vu votre film Cédric Klapisch et qui le feront ensuite, de savoir de quoi il s'agit. Marie Darrieussecq, vous publiez La mer à l'envers aux éditions POL, un roman au cœur de l'actualité. Il s'agit de Rose qui part en croisière en Méditerranée avec ses enfants. Elle rencontre Younes qui faisait naufrage avec un certain nombre d'autres migrants sur une petite barque. Et ce roman est une interrogation sur le cœur de nos responsabilités. Fatou Diom, vous publiez Les Veilleurs de Sangomar aux éditions Albin Michel. Votre roman nous ramène en 2002 au Sénégal lorsqu'un ferry, le Joula, certains s'en souviennent peut-être, sombra au large de la Casamance, causant 1863 morts et disparus alors que le bateau ne devait a priori contenir que 536 passagers. Il y eut 65 survivants et pas Boula qui est le mari de votre héroïne Krumba. Et Cédric Klapisch, votre dernier film, est sur les écrans. 2 mois raconte 2 trajectoires parallèles, celle de Mélanie et de Rémi, 30 ans, isolés chacun dans leur appartement devant les voies ferrées de la gare du Nord, l'un comme l'autre en dépression, notamment en raison de l'univers anxiogène de leur monde professionnel. Rémi a quitté son travail suite à des licenciements massifs et il travaille désormais dans une plateforme téléphonique. Alors la première question sera toute simple et peut-être vous, Cédric Klapisch, est-ce que l'actualité est un bon matériau pour la fiction ? Oui et non, c'est-à-dire que moi je sais qu'à chaque fois que je commence un film, je fais un travail de documentation qui s'apparente beaucoup au travail du journaliste. C'est-à-dire quand j'ai fait Ma part du gâteau, c'était clairement sur l'après-crise de 2008, donc là j'étais vraiment dans l'actualité. C'est peut-être la seule fois où j'ai vraiment traité un sujet d'actualité. Sinon, le film précédent, Ceux qui nous lisent, ça parlait de vignerons en Bourgogne et je me suis documenté sur les vignerons en Bourgogne. Mais là, c'était pas lié à une actualité, il n'y avait pas d'événements majeurs liés à ça. Et puis là, effectivement, 2 mois, c'est vraiment sur la solitude dans les grandes villes. Et donc, là aussi, je me documente auprès de psychanalystes ou auprès de plein de gens pour voir effectivement qu'est-ce que sont les métiers d'aujourd'hui ou des choses comme ça. Donc je fais un travail de documentation, mais ce n'est pas forcément pour parler d'une actualité. Donc c'est un peu les deux. Marie Darrieussecq, l'actualité, un matériau pour la fiction ou pas, et dans quelle mesure ? On ne peut pas écrire en dehors du monde, ça n'aurait pas de sens, ou filmer, ou peindre. Enfin, il me semble que ça serait anachronique et très tour d'ivoire. Mais après, il ne faut pas être écrasé non plus par une espèce d'urgence. Il n'y a pas des choses à dire ou des choses à raconter. C'est une sorte de fine ligne. Et moi aussi, comme vous, je me documente sur certains de mes romans, effectivement un peu comme une journaliste. Mais ce que je cherche, c'est le fameux pas de côté. C'est inviter les gens à regarder un petit peu autrement, un petit peu ailleurs. Et ça, c'est la fiction pour moi. Et c'est très efficace, à mon avis. Néanmoins, en l'occurrence, votre roman, vous le publiez maintenant. Cette question des migrants et de la Méditerranée occupe d'ailleurs de nombreux romans en cette rentrée et des films aussi. On pense au film de Mati Diop. Donc, vous écrivez quand même le nez sur ces événements. Sur cet événement-là particulier et qui nous occupe tous, c'est-à-dire une planète en migration, j'avais pas tellement le choix en fait. J'ai un peu essayé d'écrire autre chose. En fait, je voulais pas écrire ça. Ça me cassait les pieds en fait. Mais il n'y a pas le choix parfois. Il n'y a pas le choix, mais la grande difficulté, c'était de savoir comment attraper cet événement massif qui nous échappe. Comment lui donner forme aussi, comment le nommer, puisque migrant, c'est pas le bon mot. Donc quand il n'y a pas de mots, la littérature, l'art doit s'occuper de ça pour essayer de trouver des lieux communs sur lesquels on parle. C'est pas mal les lieux communs. Il faut sans cesse les dépasser. Il ne faut pas que ça se transforme en stéréotype. Mais c'est d'abord une bonne base pour parler ensemble. Et la littérature peut créer ça, du lieu commun.
Alors Fatou Diom, vous écrivez, vous, sur donc un événement qui est un peu plus ancien. Hein, cet accident, ce naufrage date de 2002, ça fait une petite vingtaine d'années. C'est un événement tragique. Comment est-ce qu'on trouve la distance de la fiction quand on s'empare d'un sujet aussi évidemment dramatique au sens propre du terme? Des journalistes pour en rendre compte. Je suis plus lente, peut-être, alors que les journalistes seront beaucoup plus dans la simultanéité et que le roman peut mariner des années si on le souhaite. Donc, pour moi, l'actualité permet de faire fermenter quelque chose et puis partir de là pour faire une plus grande cuisine. Donc, voilà, je m'extirpe de là parce que sinon, si on reste collé à l'actualité, j'ai l'impression d'être un peu mazouté, parce que parfois ça nous ramène au sol, alors que j'ai besoin de m'envoler dans ma tête pour imaginer d'autres possibles. Voilà. Vous êtes, Fatou Diom, originaire du lieu où a eu lieu le naufrage, je disais en face de la Casamance. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont péri dans cet accident-là? Est-ce que vous avez entendu des récits directement? Est-ce qu'il y a une part en l'occurrence, de réel au sens propre du terme, dans la manière dont vous avez imaginé les personnages pris dans votre intrigue? Alors, ils sont tellement réels qu'ils sont irréels. Donc, je n'ai pas voulu qu'on puisse reconnaître qui que ce soit, par exemple. Donc, je n'ai raconté la vie de personne. J'ai juste imaginé qu'il y avait des veuves, des histoires d'amour. Je connais personnellement des gens qui sont restés dans ce bateau, mais leur histoire ne correspond en rien du tout à ce que je raconte. Donc j'ai voulu réinventer une histoire d'amour, un veuvage, une manière de survivre à cela. Donc c'est marcher après le vide sur ces trous de l'existence. Et ça, j'ai eu besoin d'aller au fond de moi-même pour l'imaginer. Donc je ne sais pas, la tragédie m'aurait englouti moi-même si j'étais restée collée à ça. Et donc il a fallu rêver d'autres choses en partant de cette réalité. Comme un interrupteur, c'était juste un déclencheur. Alors, en l'occurrence, interrupteur, Marie Darrieussecq, je crois que vous avez fait une croisière en Méditerranée. J'avoue. Est-ce que vous avez croisé une barque de gens qui essayaient de gagner l'Europe ou pas? Non, mais c'est ça la fiction. Je pense que si je l'avais croisé en vrai, ça m'aurait peut-être paralysée. Enfin, je sais pas. Comme un petit peu. Moi aussi, je dis mazouté. On a ce sentiment d'être une mouette mazoutée quand on est trop, quand il y a eu trop de réel. Enfin, le livre est fait entre autres à partir de témoignages de migrants entre guillemets, dont certains rencontrés au Niger et il y avait un problème éthique et esthétique à reprendre texto leurs paroles ou au contraire à pas la reprendre. Enfin, les deux étaient problématiques pour moi. Il a vraiment fallu que je me décale. Et cette croisière, c'est très très confortable, hein, les croisières. Mais alors, quand on sort de là, on se sent quand même assez coupable. C'est quand même pas bien du tout, quoi. Et c'était au large de Lampedusa en 2013. Et Lampedusa, c'était à l'époque vraiment le nom de ce qui se passait. Ça va tellement vite. Même les noms se déplacent. Et bien sûr, je n'ai pas croisé la barque, mais je me suis dit, c'est le même lieu géographique, c'est le même moment. Où sont-ils? Et ça m'a fait une sorte de flash de réel. Et en même temps, c'était une vision, en fait. Il faut faire confiance à ça aussi. Les visions synthétisent le réel de façon très forte, très efficace. Et on peut en sortir tout un roman. Pendant 5 ans, j'ai écrit ce roman à partir finalement de cette vision très simple. Une barque, là, au pied de l'énorme bateau. Cédric Lapiche, est-ce que vous posez la question du réalisme quand vous faites un film, quand vous l'écrivez, quand vous le réalisez? Est-ce que c'est important, dès lors que vous êtes ancré dans le monde d'aujourd'hui, celui auquel on ne peut pas échapper, comme dit Marie? Est-ce que vous vous posez cette question-là? Par exemple, votre personnage masculin, il rencontre une situation professionnelle qui sont des situations professionnelles d'aujourd'hui. Est-ce que pour vous, il est très important que cela corresponde au réel? Oui, parce que moi, je m'inscris dans cette école réaliste française.
et que du coup, le rapport à la réalité est ce qui m'intéresse le plus. C'est vrai que le cinéma américain, notamment, s'intéresse de moins en moins à la réalité, et je trouve ça problématique, parce que c'est vrai que ce soit les films Marvel, que ce soit Harry Potter, que ce soit tous ces films où finalement la réalité ne compte pas, il n'y a aucun rapport avec la réalité, et après il y a une réalité de voilà, ce qu'on aime dans les contes pour enfants, ce qu'on aime dans le divertissement, sur le fait que ça nous divertit, ça nous écarte de la réalité. Moi, j'ai l'impression qu'en France, on est beaucoup sur à la fois la psychologie des personnages, mais ça vraiment dans la littérature aussi, enfin dans la culture française depuis plusieurs siècles, où on essaye de s'attacher à l'ordinaire et à l'humain dans ce que ça a de très réel et petit, je dirais. Donc là, moi, je m'inscris dans ça, et c'est vrai que quand j'aborde une histoire, c'est pour ça que je fais un travail de documentation, parce que très souvent, la réalité dépasse la fiction. Je crois beaucoup à cette phrase-là, et que du coup, la réalité nourrit la fiction. Ouais. Alors effectivement, on peut se dire que c'est un des problèmes écrasants d'aujourd'hui, dès lors que des récits de l'actualité et du monde, il y en a même beaucoup, voire on peut se dire trop. Ce réel qui pourrait écraser la fiction, comment vous l'abordez, Marie ou Fatou? Il y a quelques jours, on recevait sur France Culture Bret Easton Ellis qui rappelait qu'il y a 20 ans, il avait mis Donald Trump dans un de ses romans. C'était un des personnages du monde réel dans lequel vivait l'Amérique à l'époque. À aucun moment, il n'a osé aller jusqu'à l'idée que cet homme-là puisse devenir président des États-Unis. Et voilà que la réalité a doublé la fiction. Cette réalité, elle est effectivement très forte. Sur les sujets que vous abordez, l'une comme l'autre, elle est très écrasante. Comment est-ce que vous vous libérez de ça ? C'est beaucoup de travail, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Je ne sais pas au fond comment je fais. La réalité, effectivement, est plus folle que la fiction, je dirais. On disait tout à l'heure, elle est dingue, la réalité. Quand j'étais à la station Total de la zone industrielle de Calais, qui est l'ultime point de passage vers l'Angleterre quand on n'a pas de papier, et qui est donc gardé comme un fort, enfin, c'est un endroit très étrange du réel. C'est un endroit où le délire collectif de la frontière se voit, s'entend, ça fait du bruit aussi, se sent. Enfin, et là, j'avais l'impression d'être face à un trou dans le réel. Cette station Total qui sert plus à faire l'essence, quoi. Ça sert à passer. J'étais hantée aussi par le roman de Marcel Aimé, Le Passe-Muraille. Tous ces jeunes gens qui cherchaient à passer. J'avais envie de leur donner les pouvoirs du passe-muraille. J'étais face à un réel qui était au-delà de la fiction, qui était dingue. Mais justement, la difficulté de la fiction et sa force, c'est d'ordonner le délire collectif. C'est de lui donner une forme pour qu'on puisse le lire et en penser quelque chose. Et c'est le roman pour moi, cette forme, ou le cinéma. Mais c'est le temps long. C'est exactement ce que vous disiez, Fatou. C'est-à-dire que nous, on a le temps. Et c'est notre honneur aussi. Et notre faiblesse est notre force. Mais on peut prendre le temps de faire un film, de faire un roman. Ça prend du temps. Alors on prend le risque d'être un peu en retard, mais parfois il y a des moments de grâce où on est un peu en avance, parce qu'on n'est pas dans le temps rapide. Fatou. Pour le réel, déjà, nous ne racontons pas le réel, nous racontons la réalité, c'est-à-dire le réel, c'est quelque chose qui existe indépendamment de nous et hors de nous. Nous n'avons pas d'emprise là-dessus. La mer est réelle, la tour Eiffel est réelle, le Mont Blanc est réel. Je n'ai pas d'emprise là-dessus. Quand un événement survient et que c'est un événement réel, hors de ma volonté, ce que cela devient après, à travers l'écriture, c'est ma subjectivité confrontée à cette situation-là. Donc c'est mon ressenti à moi qui devient ma réalité à moi, qui ne sera pas la réalité de quelqu'un d'autre à côté de moi. Donc c'est la fameuse histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Chacun aura sa propre subjectivité pour sa propre perception d'une même situation, parce que la réalité se fabriquera à partir du moment où notre personnalité, notre sensibilité se trouvera mise en relief par rapport aux faits qui nous sont extérieurs et que nous ne maîtrisons même pas. Donc, c'est pour ça que quand je racontais l'immigration, par exemple, dans le vent de l'Atlantique, on me dit « mais tu as parlé de la jeunesse africaine ». Non, j'ai parlé de ma jeunesse africaine. Il y en a tellement d'autres.
Et donc cette manière de regarder ça, je le raconte avec... il y a un arrière-plan. Donc là, c'est génial de dire ça devant un cinéaste. Il y a un arrière-plan qui est ma propre vie et ma manière de ressentir et de rendre les choses. Parce que la réalité, en fait, c'est antinomique avec la création artistique. Or, je prétends que l'écriture est une activité artistique. Donc, je peux transformer, transfigurer, colorer la réalité, la changer à ma manière. C'est ma pâte à modeler. Donc, il y a un peu de réalité là-dedans, et pas que la réalité, et peut-être un peu d'utopie aussi. Bon, c'est évidemment ce qu'il y a de fascinant quand on va voir un film, quand on lit un livre, pour peu qu'on les aime, qu'on les trouve réussis, c'est la manière dont se travaillent ensemble le singulier et le collectif. On voit bien qu'un film potentiellement raté, ce serait un film où les personnages singuliers apparaîtraient comme des stéréotypes d'un grand tout général, et le singulier, du coup, ne parvenant pas à permettre l'identification à une situation en particulier. Comment est-ce que vous travaillez ça? C'est très fascinant pour qui ne sait pas le faire. En fait, je suis très d'accord avec ce qu'elle vient de dire sur le rapport de la subjectivité à des faits. Et où, enfin moi je l'expérimente à chaque fois qu'il y a une projection. Si je projette le film devant une salle de 500 personnes, les gens ont vu 500 films. C'est-à-dire qu'ils reçoivent, en fonction de leur vécu, de leur origine, de plein de facteurs, ils vont voir un film différent, mais d'une façon incroyablement différente. Donc ils ne voient pas le même film. De la même façon, moi, quand j'écris des histoires, il y a ce filtre de la subjectivité qui fait que moi, je vois des choses d'une façon et que d'autres personnes le verront d'une autre façon. Et ce mensonge-là, de départ, il est une vérité, en fait. Il est la vérité d'une subjectivité. Ça m'a toujours fasciné de voir à quel point il y a un décalage entre ce que racontent les actualités, les journaux, les actualités télévisées sur l'Iran, par rapport à ce que racontent les réalisateurs sur l'Iran. Le cinéma iranien ne raconte pas du tout la même chose. Quand j'ai vu La Séparation, par exemple, ce que raconte ce film sur une séparation d'un couple et le rapport de l'homme à une femme dans ce film-là n'a rien à voir avec ce qu'on me dit avec les femmes voilées en Iran, etc. Et c'est vrai que le décalage qu'il y a entre ce que vous disiez sur l'actualité rapide de ce qui vient de se passer et quand on commente un fait dans la rapidité par rapport à un réalisateur qui va mettre sa subjectivité dedans et où du coup on va pas être sur des chiffres, sur voilà, il y a eu tant de morts, il y a eu tant de personnes licenciées, on va être sur un tel et une telle vont se séparer, qu'est-ce qui se passe? Et ce film est profondément iranien et ne parle pas du même Iran que les actualités. Donc il y a toujours ce filtre subjectif qui est vraiment important sur la façon de voir quelque chose. C'est vrai pour l'auteur et c'est vrai pour le spectateur. Et si on prend l'exemple de votre personnage, prenons Rémi en l'occurrence, qu'est-ce que vous pourriez dire de la manière dont vous écrivez l'histoire de Rémi pour que Rémi existe pour de vrai, alors que c'est bien un personnage de fiction et que, a priori, vous n'en avez pas lu l'histoire de la vie dans un journal? Non, c'est quelque chose de complètement inventé. Ça part même pas de ma vie à moi. Il y a certains films, L'Auberge espagnole, je partais plus proche, disons, de ma vie à moi. Là, c'est vraiment très éloigné de moi. Moi, il y a eu, disons, un moment à 20 ans où j'ai eu une mini-dépression. Donc, je peux m'apparenter à ce qu'il a vécu, ce personnage, parce qu'il n'arrive pas à dormir. Et ça m'est arrivé pendant 2 mois, disons, pendant que j'étais en hypocagne-cagne et j'ai mal vécu la 2e année. Et donc, j'arrivais plus à dormir. Donc, j'ai connu cet épisode dépressif. Donc, je peux m'apparenter à lui. Et puis ensuite, l'idée de fabriquer Rémi, ce personnage, c'est qu'il soit représentatif de cette époque, de quelqu'un qui a 28 ans aujourd'hui, et du coup de se poser la question quel métier il va faire, comment il communique avec les autres, il arrive de province, comment il s'inscrit dans Paris en étant provincial et en connaissant personne à Paris, quel est son rapport du coup aux réseaux sociaux, parce qu'il va forcément passer par là, et du coup comment il va rencontrer quelqu'un. Donc c'est vraiment des questions que je me pose, qui sont liées à la fois à des récits que j'ai eus de gens qui ont son âge aujourd'hui, et où je vois qu'effectivement les réseaux sociaux prennent une importance que moi je n'ai pas connue quand j'avais 28 ans. Et du coup, effectivement, il y a quelque chose qui se fait entre mon vécu et les interrogations que j'ai avec des gens qui ont 30 ans aujourd'hui,
où je fabrique un récit. C'est-à-dire que c'est vraiment un mélange entre des choses personnalisées et des choses, oui, que j'appellerais de la documentation. Alors, je voudrais qu'on parle de morale, pour prendre un grand mot, parce que j'ai été assez... Ben oui, mais c'est de votre faute, Marie. Il y a quelques jours, là aussi, vous étiez au matin de France Culture, et vous avez dit cette phrase qui va me rester pour un moment. Vous avez dit tout d'un coup, parce que vous racontiez que vous aviez aussi écrit des reportages sur le sujet qui occupe votre roman, et vous avez dit « le roman me permet d'éviter la morale ». Je trouvais ça très étrange, j'ai pensé en fait exactement l'inverse. Alors pourquoi est-ce que la fiction vous permet d'éviter la morale, et comment vous vous posez cette question de la morale? Bon, d'abord, ça dépend de ce qu'on appelle la morale, ça nous emmènerait très loin, mais disons que dans le reportage, donc j'ai fait des reportages au Niger et à Calais autour de ce sujet-là, de la migration. Reportages qui, évidemment, ont nourri mon livre et lui ont même été indispensables. Mais dans ces reportages, je devais avoir un point de vue, peut-être c'est un idéal de journalisme, mais quand même assez neutre, et donner la parole et décrire ce que je voyais, avec un style aussi, je crois, assez neutre. Enfin, je sais pas, c'est peut-être des bêtises de vouloir ça, mais c'était comme ça que j'envisageais le reportage. Dans le roman, je peux m'autoriser un personnage qui est donc Rose, qui est une Parisienne de la classe moyenne, c'est-à-dire vraiment écrabouillée, un peu comme on voit dans votre film. Enfin, elle a un petit peu du mal à se loger décemment, elle travaille trop, elle court partout, elle adore Paris par ailleurs, aussi. Mais je pouvais m'autoriser à lui donner des sentiments contradictoires. C'est pas une sainte, c'est pas une héroïne. Pendant les 3/4 du bouquin, elle est assez lâche si on veut la juger sur un plan moral. Elle fait tout pour que cette histoire quand elle allume la radio le matin, elle veut absolument se persuader que ça la concerne pas, tout ça, parce qu'elle a trop de boulot, parce que ses enfants l'embêtent, parce que sa fille est allergique à je sais pas quoi, son mari est alcoolique, elle est psychologue mais elle a pas de moyens pour faire son boulot, etc. Donc ça la concerne pas, tout ça. Et en fait, si. C'est ma façon à moi de réinjecter de la morale, c'est-à-dire que à un moment, elle va être confrontée à un héros. C'est une phrase qui est un peu hors contexte, mais c'est un poilu de Verdun qui disait ça. Il est mort depuis, mais il est mort à 90 ans. Et un héros, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il peut, ou ce qu'elle peut, quand les autres ne le font pas. C'est une définition de l'héroïsme tout en modestie, tout en... Ben voilà, à un moment, Rose, elle va faire ce qu'elle peut, quand peut-être autour d'elle, les autres l'ont pas fait. Et c'est pas beaucoup ce qu'elle fait, mais c'est ce qu'elle peut. Alors peut-être c'est là la morale. Je la juge à aucun moment. Elle m'est très sympathique, elle est maladroite, elle est tout ce que vous voulez, mais elle cavale, quoi. Et à un moment, elle va faire ce qu'elle peut, juste ça. Voilà, et on en pense ce qu'on veut. C'est l'ambiguïté romanesque. Ça n'a rien à voir avec la morale. Parce qu'on peut s'identifier ou pas, on peut se demander est-ce que moi je l'aurais fait ou pas, est-ce que... Voilà. La morale nous écrabouille, on a... Non? La morale, Fatou, est-ce qu'elle vous écrabouille, vous? La morale. Et est-ce que vous posez cette question-là quand vous mettez dans la peau de vos personnages? Moi, quand j'écris, je suis dans la peau de chaque personnage. Et je trouve que l'avantage dans les romans, c'est qu'on peut massacrer des régiments sans hémoglobine. Donc on peut tuer sa belle-mère allègrement et puis répéter à chaque roman. C'est jouissif. Oui, alors que dans la vraie vie, on vous embarque et puis on vous met des bracelets que vous n'auriez pas choisis. Et donc, il y a une liberté, et cette liberté-là, je ne sais pas si je reviens, la morale. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est déjà? Le curseur est très mobile quand on écrit parce que la morale, c'est celle de chaque personnage et il faut les faire parler tous. Donc, on peut se mettre dans la peau de Jacques l'Éventreur comme on peut se mettre dans la peau de l'abbé Pierre. C'est quand même un avantage, une souplesse, une plasticité du mental de l'écrivain. Peut-être que nous sommes tous des tordus d'ailleurs pour être capables de cette gymnastique-là. Mais moi, c'est ce que je trouve aussi amusant quand on écrit. Et ça permet de faire de la poésie, ça permet de prendre part avoir ce regard citoyen ou social sans être otage de cela. C'est votre monde. Et alors, juste une anecdote, quand j'ai commencé à écrire, on me demandait qu'est-ce que j'écrivais. Et je disais une histoire. Et on me demandait, mais où est-ce que tu l'as entendu? Et je disais, dans ma tête. Et on rigolait en me disant que j'étais folle. Depuis, je pense que notre écriture, ou raconter ce réel,
Et bien quand j'écris, c'est la réalité quand elle entend des voix. Donc elle peut entendre n'importe quoi. Et donc l'écriture assume cela, et avec toute cette part d'obscurité, et bien voilà. Et Camus disait dans le mythe de Sisyphe que si le monde était clair, l'art ne serait pas. Donc le monde n'est pas clair, et bien l'art est obscur, mais on essaie de trouver le chemin. Donc pas de morale quand on écrit, libre. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que effectivement l'idée de départ de cette rencontre, quand on en avait parlé avec le directeur de France Info, et qu'on s'interrogeait, c'est un sujet qui est récurrent évidemment pour nous autres médias, que de s'interroger sur ce qu'on appelle les crises de la confiance. Crise de la confiance en ce que racontent les journalistes, les scientifiques. Vous pensez pour France Culture, qu'on puisse vivre une époque de remise en cause de la parole des chercheurs, par exemple. Ça nous semble tout à fait extravagant. On se demande comment on a pu en arriver là. Des politiques, c'est encore une autre affaire. Ce qui m'est venu immédiatement, c'est finalement, peut-être que c'est du côté de la fiction, qui est pourtant une fiction, que l'on peut retrouver, retisser du lien de confiance entre les gens, la population, et les récits qui permettent d'appréhender mieux le monde réel. Et c'est un paradoxe, évidemment, que de se dire, en fait, il faudrait passer par la fiction, peut-être, pour retrouver de la confiance. Est-ce que c'est un sujet qui vous touche, par exemple, Cédric ? Oui, alors c'est étrange parce que j'ai fini hier soir la série de Tchernobyl. Moi, j'ai regardé ça. Et forcément, quand on regarde ça en ce moment et qu'on regarde les informations sur Rouen, on se dit, mais c'est incroyable de voir à quel point le mélange entre l'information, le politique, comment le politique influence l'information, quelles informations, les scientifiques, qui dit la vérité, est-ce que l'air qu'on respire à Rouen est clean? Enfin, je voyais ces derniers jours des professeurs d'école qui disaient, mais on veut savoir si les élèves peuvent respirer. Il n'y a pas de réponse scientifique à ça. Et donc quand vous regardez en même temps la série de Tchernobyl et qu'on voit ce qui était dit à l'époque de l'explosion de la centrale à Tchernobyl, et comment on ne pouvait pas dire la vérité parce que sinon on humiliait la Russie, et toute cette problématique-là, c'est-à-dire que doit être la vérité scientifique et à quel moment les médias ont accès à la bonne information. Je vois à quel point il y a ce mélange-là, et en tout cas, c'est vrai que cette série, quand on regarde Tchernobyl, on comprend mieux Rouen, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une façon dans la fiction de faire comprendre aussi mieux la réalité. C'est ça, donc Pardonnez-moi de vous interrompre. Cédric, aussi jusqu'à 45, sur la fiction du réel. Mais oui, mais peut-être si vous désirez poser des questions à nos invités, vous avez des micros HF qui sont à votre disposition dans la salle, et c'est Sandrine qui va gérer tout ça avec talent. Donc vous levez le bras, vous vous manifestez et vous échangez éventuellement, si vous le souhaitez. Voilà, sachez-le. Merci, pardonnez-moi. Je t'en prie, avec plaisir. Et ben, pendant que vous préparez votre question, peut-être une supplémentaire, à partir de ce que disait Cédric. Est-ce que finalement, on pourrait arriver à ce paradoxe que dès lors qu'on est dans la fiction, la question du « est-ce que c'est vrai ?» ne se pose plus, a priori, et c'est peut-être comme ça qu'en fait, on peut ressentir que là, dans la fiction, on est au plus près du vrai. Pour reprendre des livres qu'on a tous lus à l'école, mais Germinal dit la mine, comme aucun reportage ne l'a dit, je crois. Et Madame Bovary dit la détresse de la femme au foyer, comme on peine encore à le faire sentir dans les magazines féminins. Donc, y a une... Par contre, il faut être très, 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 très fort, quoi. C'est-à-dire, la barre est mise très haut. Voilà.